Mesdames, Messieurs, bonjour, midi 15, 12h en temps universel. Le midi d'e-radio, Mahmoud Ibrakan pour vous servir les titres. Accès au fichier électoral, le niet du ministre de l'Intérieur à l'opposition pour Aly Ngouille Ndiaye, le Front de résistance nationale n'a pas d'existence légale, vous l'entendrez dans ce midi. Condamnation de Karim Wade par la CREI, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies relance la polémique au Sénégal. Le camp de l'ancien ministre d'État et candidat déclaré à la prochaine présidentielle crie victoire. Le PDS estime que la position du dit comité impose un réexamen des faits reprochés à Wade fils. Le ministre de la Justice soutient le contraire. C'est une décision ni contraignante ni obligatoire, estime Ismaël Madior Fall. Mort de Khadim Diop brûlé par sa femme Aïda Mbaké au quartier des Maristes à Dakar. L'association des juristes sénégalaises brandit le respect du principe de la présomption d'innocence. L'actualité ailleurs au Gabon, le vice-président autorisé à présider le Conseil des ministres, une décision prise par la Cour constitutionnelle. Les constitutionnalistes y mettent un bémol. Bienvenue sur e-radio, la radio qui irradie. Accès au fichier électoral, le ministre de l'Intérieur ferme sa porte au Front démocratique et social de résistance nationale. Aly Ngouille Ndiaye refuse de recevoir les experts du FRN qui avaient exprimé la demande de venir contrôler sur place et sur pièce le fichier électoral. Le ministre justifie son refus par le fait que le front de l'opposition n'a pas d'existence juridique. Le fichier électoral est fiable, soutient le ministre de l'Intérieur, Antoine Diouf. Le ministre de l'Intérieur est formel. Pas question de recevoir les experts du Front démocratique et social de la résistance nationale pour examiner le fichier électoral. C'est parce que cette entité n'a pas d'existence juridique, a dit Aly Ngouille Ndiaye. D'abord, nous avons reçu un courrier du Front démocratique et social de résistance nationale qui nous a saisis pour dire qu'il nous envoie des experts de parti pour, dit-il, contrôler la tenue du fichier général des élections. C'est un courrier que nous avons reçu, auquel j'ai répondu le 14 novembre pour leur dire que j'aurais bien aimé les recevoir, mais malheureusement, l'entité au nom de laquelle le Front m'a saisi n'a pas d'existence juridique. C'est pourquoi j'ai demandé aux partis politiques, parce que c'est les partis politiques qui sont clairement cités dans le code électoral, ou les coalitions dans le cadre d'une élection, doivent, s'ils veulent aujourd'hui nous recevoir pour ce sujet spécifiquement, désigner des représentants. Une fois maintenant qu'ils désignent leurs représentants, nous pourrons organiser en tout cas les visites qu'ils veulent pour accéder au fichier électoral. À propos de la fiabilité du fichier électoral, voici ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur. Quand je suis arrivé, les critiques étaient là. Et j'ai accepté, suite aux concertations qui étaient ouvertes en novembre 2017, de dire nous sommes prêts à un audit externe. Et l'Union européenne a financé l'audit, on a défini les thèmes de référence et les conclusions de l'audit avaient été portées à l'attention de tout le peuple sénégalais, que le fichier électoral était fiable à pratiquement 98,%. À quelques mois de la présidentielle du 24 février prochain, la polémique entre le pouvoir et l'opposition va crescendo. La rencontre entre le Front de résistance nationale et le ministre de l'Intérieur n'a pas eu lieu ce matin donc. Aly Ngouille Ndiaye, vous venez de l'entendre, dit ne pas reconnaître cette organisation. Une attitude que les membres du Front dénoncent. Compte rendu Baba Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye recuse le Front national de résistance, une attitude qui indigne les membres de cette organisation, Dr Cheikh Dieng, chargé des élections du PDS. Le ministre de l'Intérieur n'a pas eu l'élégance donc de nous répondre à temps et c'est ce matin, donc quand nous sommes arrivés sur place, que le directeur de la DAF nous a présenté le journal Source A, à travers lequel le ministre de l'Intérieur donc nous informe donc en fait qu'il est d'accord sur le principe, sur notre démarche, mais qu'il ne reconnaît pas le Front comme une entité juridique et qu'il demande à chaque parti de désigner ses représentants qu'il mettra en place, donc à notre disposition une salle pour pouvoir donc permettre à nos experts de faire ce travail de contrôle
auquel donc que la loi, l'article L48 nous donne droit. Les arguments du ministre ne tiennent pas, dit-il, ils ne se laisseront pas divertir. Oui, vous savez, c'est du dilatoire de la part du ministre. Il sait bien qu'Omar Sarr est le secrétaire général national adjoint du Parti démocratique Sénégal. Mais évidemment, le Front n'a pas de statut juridique, le PDS a son statut juridique, le Andediof a son statut juridique, tous les autres partis qui le composent ont un statut juridique. Le Front de résistance nationale est déterminé à faire toute la lumière sur le fichier électoral. Une rencontre avec les différents plénipotentiaires des partis politiques de l'opposition est prévue après le Gamou pour obtenir gain de cause. 12h05, vous suivez le midi d'e-Radio. e-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Un autre sujet qui fait grand débat au Sénégal, un des dossiers chauds de cette période qui nous sépare de l'élection présidentielle du 24 février avec des ramifications à la fois judiciaires et politiques. Hier, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, organe composé d'experts indépendants au nombre de 18 et dont la mission est de promouvoir, de contrôler et de renseigner sur le respect du droit international des droits de l'homme, a demandé à l'État sénégalais une révision effective de la déclaration de culpabilité contre Karim Wade devant la CREI. Maître El Hadj Amadou Sall, un des avocats de l'ancien ministre d'État, candidat désigné par le PDS à la prochaine élection, soutient que la décision du comité onusien ôte toute sa valeur et toute sa portée à l'arrêt de la CREI. Poursuivant, Maître Sall estime qu'un réexamen des faits reprochés à Karim Wade et des preuves fournies par son client s'impose désormais à l'État. Réaction immédiate du ministre de la Justice sénégalais: pour Ismaïla Madior Fall, ce n'est pas une décision contraignante ni obligatoire et c'est une erreur de dire que le Sénégal a été condamné par le Comité des droits de l'homme qui n'est pas une juridiction, conclut le garde des Sceaux. Un ancien membre du comité de rédaction des rapports du Sénégal au comité du pacte international sur les droits civils et politiques s'invite plutôt au débat. Se prononçant sur la position du comité des droits de l'homme des Nations Unies, le colonel à la retraite Sangou Fatingom parle d'observations non contraignantes pour le Sénégal. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Le Sénégal a ratifié un certain nombre de pactes, de traités internationaux sur les droits humains. Et pour ce qui concerne l'objet du Comité des droits de l'homme, il s'agit de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civiques et politiques que le Sénégal a signé et ratifié. Et ces observations n'ont pas une force contraignante, comme on dit par exemple couramment. Donc les États qui ont adhéré librement sont libres de mettre en œuvre ou ne pas mettre en œuvre. Donc ça dépend de la volonté souveraine des États. Par conséquent, on ne peut pas dire que le comité annule la décision de la CREI. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien au-dessus de la souveraineté des États, notamment dans l'exercice des droits souverains, notamment dans la justice. Ce sont des opinions. Les opinions sont libres. Bon, nous, moi je suis juriste et je dis seulement que ce que ça veut dire réellement. Bon, maintenant, l'appréciation, les gens peuvent apprécier comme ils souhaitent. Bon, mais la réalité, la vérité juridique, c'est ça. Il n'y a aucune force contraignante. C'est les États qui le veulent bien. Parce que ce n'est pas tous les États du monde qui ont adhéré, justement, à ce pacte. Pour rappel, Karim Wade a été condamné en mars 2015 à 6 ans de prison ferme par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, condamnation assortie d'une peine d'amende de 138 milliards de francs CFA. L'ancien ministre d'État et fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, a bénéficié d'une grâce de l'actuel président Macky Sall en juin 2016. Le candidat investi par le Parti démocratique sénégalais a été radié des listes électorales, ce qui l'empêcherait de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel se prononcera sur la recevabilité de la candidature de Karim Wade. L'association des juristes sénégalaises sort de son silence dans l'affaire Aïda Mbacké, la femme qui a brûlé vif son mari, Khadim Diop. La JS évoque la présomption d'innocence. Nous écoutons Ami Saro, chargé de la communication. La position de l'AGS, comme dans tous les actes de violence, on condamne avec la dernière énergie. Nous, on ne fait pas la promotion de la violence. Au contraire, on dénonce les violences. Et on souhaiterait que toute personne qui commet une violence se voit appliquer la loi dans toute sa rigueur, quelle que soit la personne, que
que ce soit un homme ou une femme, nous, on condamne l'acte de violence, quelle que soit sa provenance. Ça, c'est la position de l'AJS. On ne défend pas le cas, on ne défend pas Aïda Mbacké, on défend un principe de droit qui est la présomption d'innocence. Parce qu'au moment où je vous parle, vous le savez mieux que moi, Aïda Mbacké n'est pas encore inculpée. Et dans cette affaire, il y a 2 témoins. Il y a Aïda Mbacké, il y a son mari. En tout cas, elle est toujours innocente jusqu'à ce qu'elle soit condamnée. Donc nous, c'est la présomption d'innocence qu'on est en train de défendre. Et là, c'est valable pour tout le monde. On est juriste, on ne peut pas se permettre de faire des commentaires, de condamner la personne ou bien de l'innocenter alors que l'enquête n'est pas encore bouclée. Elle n'a même pas encore commencé et il n'y a pas encore de jugement qui prouve que c'est Aïda Mbacké qui a effectivement tué son mari. Et selon des sources proches de l'enquête, Aïda Mbacké est toujours sous surveillance dans une clinique de la place. Elle sera présentée au juge une fois que son état de santé va s'améliorer. Nous allons à Tivaouane dans quelques secondes. L'info en continu sur www.imedia.sn. Un cas de dengue enregistré à Tivaouane, mais la situation est vite maîtrisée. Un dispositif a été mis en place pour parer à toute éventualité dans la cité religieuse qui va recevoir dans quelques jours des milliers de fidèles. Le service d'hygiène est sur le terrain pour y effectuer des contrôles sur les denrées alimentaires. Il y a beaucoup de saisies. Envoyé spécial Mohamed Kandji. Tivaouane a enregistré récemment un cas de dengue, mais qui a été vite neutralisé. Une précision de Amadou Saoundiaï, chef de la brigade spéciale d'hygiène. On a enregistré un cas de dengue, qui a été circonscrit d'ailleurs. Ce cas nous venait de Touba, mais nous avons eu à faire beaucoup de visites domiciliaires au niveau du cas contact comme au niveau du cas dengue même. Et nous avons eu à trouver des gîtes larvaires et nous les avons détruites. En tout cas, presque 80 à 85% de ces cas-là ont été détruits sur place. Les autres cas de gîtes larvaires ont été détruits après. Et donc, présentement, non plus de cas, parce que c'était ce seul cas qui nous venait de Touba. Le service d'hygiène a en même temps effectué une saisie d'une importante quantité de produits impropres à la consommation. Nous avons fait des saisies d'une valeur de 4 tonnes 250, ce qui fait une valeur de 2 millions et quelques. Pour le bon déroulement du Maulid, le service d'hygiène a déployé plus de 120 éléments à Tivaouane qui ont commencé les opérations depuis le début de ce mois de novembre. Il y a eu beaucoup d'opérations, parmi lesquelles nous allons noter d'abord la lutte antivectorielle. Il y a également la police de l'hygiène avec des activités de visite domiciliaire et des activités de visite ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public. Il y a également la surveillance des camions de vidange. Il y a le suivi de l'eau de consommation. Il y a aussi la supervision des grandes cuisines, parmi tant d'autres. La police de l'hygiène appelle les populations à plus de vigilance. Il les exhorte également à se laver les mains avec de l'eau et du savon pour lutter contre certaines épidémies. Mohamed Kandji, Tivaouane, pour iRadio. Il a Tivaouane, on le dira comme ça, ouverture gratuite de l'autoroute à péage pour les besoins du Gamou, une annonce faite par le président de la République lors de sa visite hier dans la capitale du tidjanisme. En ce qui concerne justement cette décision, la gratuité de l'opération touche la section AIBD Thiès-Khombol ou Moukalsoumba. L'autoroute à péage va être ouverte gratuitement pour les besoins du Gamou. Une annonce faite par le président Macky Sall lors de sa visite hier à Tivaouane. Seulement, la direction de la Géroute tient à préciser, en ce qui les concerne, que la gratuité de cette opération touche le tronçon Thiès AIBD Khombol. Mohamedou Moustapha Dem, chef de mission de l'autoroute à péage AIBD Mbour-Thiès. Agent d'État du Sénégal sous la tutelle du ministère des infrastructures de transport terrestre et des enclavements. Donc, le ministère, avec l'appui du président, ils ont installé l'autoroute entre la section AIBD, Thiès, Khombol. Maintenant, il faut juste préciser que la gratuité entre Toglou jusqu'à Khombol, c'est la section que la Géroute gère sous la tutelle de l'État du Sénégal. Mais l'autre partie, c'est dans le domaine concédé. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir avec Sanak. La mesure va entrer en vigueur vendredi à partir de 8h. Un dispositif sécuritaire sera mis en place au profit des usagers.
Et les dispositions seront prises, toutes les choses sont en train d'être prises et tout sera mis au point au plus tard cet après-midi. Donc dès demain à 8h, que les gens puissent passer en toute sécurité. Pour rappel, en mai 2018, l'État du Sénégal avait affiché la volonté d'entrer dans le capital de Sénac SA. Même si le taux n'est pas encore arrêté, de nombreux experts avancent que l'État détiendra entre 20 et 30% dans le capital de Sénac SA. Audit de la dette due aux établissements privés est à l'origine de l'exclusion de milliers d'étudiants non orientés dans les universités publiques. Le directeur général de l'École supérieure de management est favorable à l'audit annoncé par l'État. Ousmane Diène juge même tardive la décision prise par le gouvernement. Propos recueillis par Ousmane Diène. L'État demande un audit et il a raison de demander un audit, mais le problème c'est qu'il aurait pu le faire avant. Maintenant, le plus urgent, c'est que les gens entrent dans leurs fonds, c'est tout. On n'est pas contre un audit, mais le fait de le demander si tard, de vouloir le faire si tard, ça peut retarder l'échéance, quoi. Parce que quand l'État nous envoie par exemple 100 ou 300 étudiants, nous, c'est l'État qui a fait le contrat, qui a fixé le tarif, et qui a fixé aussi les règles du jeu. Et comme l'État lui-même nous demande seulement de signer le contrat, nous n'avons fait qu'obtempérer, nous avons signé le contrat. Maintenant, l'État n'a pas respecté ses engagements. Maintenant, nous sommes là, presque impuissants, parce qu'il y a les impôts à payer, il y a les loyers à payer. Ça se ressent donc sur le fonctionnement de l'école? Peut-être pas trop chez nous, parce que nous avons beaucoup plus de privés, c'est-à-dire des élèves qui payent, que d'étudiants qu'on appelle publics, que l'État nous envoie. Combien d'étudiants envoyés chez vous? Ça dépend de l'année, quoi. Ça dépend de l'année. Chaque année, on a une centaine peut-être d'étudiants que l'État nous envoie, à peu près. Une centaine par an. Et comme chaque centaine fait 3 ans, L1, L2, L3, donc on peut dire que peut-être qu'on en a peut-être 200 à 300 actuellement. Le directeur de l'ESTM, Ousmane Diène, s'exprimait à l'occasion des journées portes ouvertes de son établissement. Thème de ces journées, cybersécurité et données personnelles. L'actualité internationale sur e-Radio. C'est l'heure de Bokar Alpha Khan. Bonjour Bokar. Bonjour Mamadou, bonjour. Gabon, la constitution a été modifiée pour permettre au vice-président de convoquer et de présider le Conseil des ministres. Oui, voilà. Le président est malade et hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite et les affaires de la République n'attendent pas. La Cour constitutionnelle ne s'est pas posé trop de questions. On change 2-3 lignes dans la Constitution pour permettre au vice-président d'expédier les affaires courantes et le tour est joué. Sauf que d'un point de vue constitutionnel, la démarche n'est pas très orthodoxe. Suivons les explications de Awa Diop avec un constitutionnaliste. La décision est inédite, voire anticonstitutionnelle. C'est du moins l'avis du professeur Babacar Gueye sur le rajout d'un paragraphe à la Constitution du Gabon. C'est une décision qui me surprend un peu parce que je ne sache pas que la Constitution du Gabon accorde un pouvoir de légiférer au Conseil constitutionnel parce que c'est quelque chose de très inédit que la Cour constitutionnelle ait ajouté un paragraphe à la Constitution pour pouvoir prévoir une disposition relative à l'intérim du président titulaire. Selon lui, la démarche n'est pas du tout celle appropriée. Dans ce cas de figure, la Constitution gabonaise s'érige en législatrice alors qu'elle représente le pouvoir judiciaire. Je pense qu'il aurait fallu procéder à la révision de la Constitution. Si la Constitution ne prévoit pas l'intérim du président de la République en cas d'empêchement avant de procéder à l'intérim. En règle générale, les constitutions, par exemple la Constitution du Sénégal le prévoit, les constitutions prévoient l'intérim en cas d'empêchement du président de la République. Pour rappel, le président Ali Bongo, victime d'un AVC depuis le 24 octobre dernier, hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite. La Cour constitutionnelle gabonaise a autorisé le vice-président de la République à présider et convoquer un conseil des ministres en ajoutant un alinéa à l'article 13 de la Constitution, une décision qui n'a pas respecté les règles générales, d'après le professeur Babacar Gueye. En Guinée, le correspondant d'RFI et de l'AFP n'est plus autorisé à exercer. Oui, il s'appelle Mokhtar Ba et la haute autorité de la communication lui a retiré son accréditation. Cette sanction fait suite à une enquête qu'il a menée quand 2 jeunes ont été tués dans des conditions non encore élucidées officiellement. Mokhtar Ba a recueilli les témoignages des proches des victimes pour étayer son enquête. Et pour équilibrer le sujet, il a cherché à joindre en vain les autorités. C'est ainsi que le ministère de la Défense a demandé des sanctions, estimant que le traitement de l'information par notre confrère était de nature à troubler l'ordre public.
L'annulation de son accréditation prendra fin en février 2019, date à laquelle il pourra reprendre ses activités. Pourtant, la haute autorité de la communication a convié les patrons de presse à une rencontre d'échange pour appeler les journalistes au sens des responsabilités. Justement, il a été question de sens des responsabilités, vous l'avez dit, dans un contexte de crise politico-sociale, mais aussi de déontologie et d'éthique. Écoutons cette correspondance de Moussa Diawara. La presse guinéenne lave le linge sale en famille face au traitement de l'information en cette période de crise sociopolitique que traverse le pays. Martine Condé, la présidente de la haute autorité de la communication, relève quelques dérapages dans les médias. La plupart agissent de manière responsable et professionnelle. Nous devons ensemble reconnaître aussi que parmi les médias guinéens, il y en a qui ont un traitement tendancieux de l'information et qui commettent des dérapages. Martine Condé exhorte les hommes des médias à plus de vigilance et de responsabilité. Elle a notamment insisté sur le rôle des associations de presse qui, selon elle, doivent agir comme des organes d'autorégulation. Elles doivent être en mesure de faire de la pédagogie, rappeler à l'ordre et, s'il y a lieu, extirper des médias ceux dont la conduite déshonore la profession. Le message de la HAC semble être compris par les associations de presse. Sanou Kerfara Cissé est le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGI. Ça allait être un crime de ne pas reconnaître ici aujourd'hui que nous sommes réellement en danger. Nous demandons tous les jours à nos journalistes d'être beaucoup plus responsables dans le cadre du traitement des informations. J'invite une fois encore à beaucoup plus de responsabilité, de courtoisie. Le journaliste d'abord, c'est l'humilité. C'est la première valeur cardinale des journalistes. Au cours de cette rencontre entre patrons de presse et haute autorité de la communication, il a été aussi question du renforcement des capacités du journaliste dans l'exercice de son métier. Conakry, Moussa Diawara pour iRadio. Et la presse guinéenne, Bokar, a commencé à s'organiser. Oui, un nouveau bureau du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée a été installé mercredi à Conakry. L'objectif des membres est de continuer la lutte pour le bien-être des journalistes guinéens avec à la clé la mise sur pied d'une convention collective qui tient en compte les préoccupations de la corporation. Sidi Diallo, le président de ce syndicat, appelle ses collègues à se mobiliser pour gagner ce pari. Il est au micro de Moussa Diawara. On ne peut pas gagner ces paris tant que les amis de la presse privée, il faut que vous acceptez enfin de vous faire syndiquer. Un syndicat, ce sont les adhérents. Un syndicat, il faut les cotisations. Un syndicat, il faut que tous les autres membres concernés se joignent au mouvement. On ne peut pas continuer chaque fois à s'auto-saisir des dossiers. Malheureusement, les amis, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils ont des problèmes. On dit, oui, où est le syndicat? On se pose jamais la question, qu'est-ce que nous-mêmes, nous devons faire pour accompagner le syndicat? Avec le syndicat, nous travaillons pour enfin aller vers la convention collective. Pour que, encore une fois, ces résultats soient des réalités, il faudrait qu'on accepte enfin qu'on sorte de nos petites cases, qu'on n'attend pas que la tempête tombe sur nous pour dire que où est le syndicat. C'est maintenant il faut se faire syndiquer. Voilà Mamoudou, ce qu'on pouvait dire sur l'actualité internationale aujourd'hui. Merci Bokar Alpha Khan. Le journal des sports de iRadio. Aujourd'hui, Céline Bagay, bonjour d'abord. Bonjour Mamoudou. C'est de ma faute aujourd'hui. J'ai jeté quelque part tes lancements. Bon, on va essayer d'improviser un peu. Je suis sûr que tu vas encore revenir avec du taekwondo. Oui, Mamoudou. Après les difficultés qu'ils ont eu hier à cause du manque de visa de transit, l'équipe nationale de taekwondo est finalement arrivée à Taïwan. Et aujourd'hui, la compétition démarre déjà pour les Lions. Adam Mbaye, champion d'Afrique en titre, sera le premier en lice. Il fera face à un Français et tentera de passer au tour suivant. Après lui, Abdou Khader Djeilanissi va faire son baptême du feu chez les juniors. Et enfin, le Sénégal va compétir en paire pour terminer cette première journée au championnat du monde de taekwondo. La Ligue sénégalaise de football, oui. Ben voilà. Aujourd'hui, c'est la 3e journée et le Giraffe va affronter le Teungueth FC. L'équipe de la Médina n'a plus battu le club rufisquois depuis plus de 2 ans. L'année dernière, le Giraffe a terminé champion du Sénégal sans prendre de points face au Teungueth FC. Les Médinois restent ainsi sur 2 revers face à l'équipe rufisquoise. Une équipe qui, actuellement, est leader du championnat national avec 2 victoires en 2 matchs et aucun but encaissé. Pour espérer rebondir, le Giraffe devra prendre 1 point ou 3 contre l'équipe de Rufisque. Dans le même temps, la Douane fera face
à Mbour Petite Côte. Et ce sera un match entre deux équipes qui veulent se relancer après une dernière journée en demi-teinte. La troisième journée, Mamoudou, se poursuivra demain avec d'autres affiches que les auditeurs peuvent retrouver sur immedia.sn. Et là, nous passons au championnat national populaire, le Navetan, avec un match spécial qui va se tenir aujourd'hui au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 17h. Ce sera entre Koussoum et Khandalou de Rebeuss, un derby entre deux quartiers voisins séparés par l'avenue Malick Sy. Une affiche qui traverse les années mais qui garde toujours le même intérêt et qui déchaîne toujours beaucoup de passion. Le mythe Koussoum Khandalou, élément de réponse avec le journaliste sportif du quotidien Stade, Aliou Faye. Pourquoi on dit que l'ASC Koussoum et Khandalou, c'est le plus grand derby de Dakar? Parce que ce sont deux équipes qui mobilisent avant tout. Dans les années 90-2000, ils partageaient le même stade, en l'occurrence le stade Hassan Diouf, qui se situe au niveau de Plateau. Alors la rivalité entre les deux équipes, ça existe depuis très longtemps en tout cas. Dans ces deux quartiers-là, on vit vraiment le derby. D'ailleurs, certains disent que ce n'est plus un derby, mais c'est un classico en référence à un classique de l'autre côté de la Méditerranée entre le Real Madrid et l'FC Barcelone, ou même Boca Juniors et River Plate en Argentine. Ce sont donc deux équipes de football, deux quartiers de football. Donc forcément, quand il y a confrontation entre ces deux formations, ça suscite de l'engouement, ça suscite de la mobilisation. Donc aujourd'hui, je vois mal le stade Iba Mar Diop contenir tout ce beau monde-là. Donc heureusement que c'est au stade de Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ces deux formations-là, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'internationaux qui ont évolué. Voilà, ce sont donc des équipes de la zone, les plus titrées également de la zone. Koussoum Khandalou garde donc tout son piquant. Basketball Seydina, pour terminer, avec les tournois de montée en division nationale numéro 1. 16 équipes réparties en 4 poules seront en lice chez les garçons pour 2 places en première division. Chez les filles, 10 équipes réparties en 2 poules vont s'affronter là aussi pour 2 places en première division. Malgré la forte présence des équipes de l'intérieur du pays, le calendrier rendu public par la Fédération sénégalaise de basketball indique que tous les matchs se joueront à Dakar. Une situation que le président de la Ligue de basket de Dakar explique par le manque d'infrastructures dans les régions. Écoutons Atoumane Gaye. Ça fait 2 ans, on avait organisé à Thiès. Et ça ne gêne pas de faire d'aller dans les régions. Mais malheureusement, le seul problème que nous avons au niveau des régions, c'est que les régions n'ont pas de terrain couvert. Et aujourd'hui, vu le championnat que nous organisons, nous avons 12 matchs par jour. Donc on sera obligé de jouer en pleine chaleur. Donc on va jouer de 13h à 16h. Là, il va faire très chaud. Maintenant, dès que ces régions-là vraiment auront des infrastructures couvertes, comme par exemple comme Thiès, nous ne sommes pas dans la région. La preuve, c'est ainsi, nous avons fait un cahier de charge. On a envoyé, c'est seule la région de Ziguinchor qui a répondu. Mais malheureusement, c'était un peu tard. Mais de toute façon, comme vous l'avez dit, on va y penser pour dans les petites années, on va y organiser. C'est tout pour l'actualité sportive de ce jour. Plus de développement et d'articles sportifs sur immedia.sn Mamoudou. Merci Seydina Abagui. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Le reportage du jour, le ministre du Travail fait la revue ce jeudi de la Convention collective nationale du secteur de la sécurité privée. Prétexte pour e-radio de s'intéresser au travail des agents de sécurité, un métier précaire, risqué et qui ne paye pas bien. Tonnes de complaintes dans ce reportage d'Adama Anouch Kaba. Devant une boutique d'appareils électroménagers, Magone se promène sous ce vent léger qui souffle sur Dakar ce matin. Il a 28 ans, un bref passage à l'armée, le voilà aujourd'hui agent de sécurité. Un métier éprouvant pour lui et qui ne rapporte pas grand-chose. Tu te lèves très tôt, de 7h jusqu'à 19h. Les vigiles sont fatigués, mais ils n'ont pas d'autre choix. À côté de lui, intervient Baye, plus âgé. Il raconte qu'il a été agent de sécurité il y a quelques années, 12 heures de travail par jour pour ne récolter que 50 000 francs. Avec ces 50 000 francs, je n'arrivais même pas à nourrir correctement ma famille. Je m'endettais pour compléter même la dépense quotidienne.
Un peu plus loin, sur les 2 voies Sacré-Cœur, un autre vigile indique le parking de stationnement à un particulier. En plus des conditions de travail pénibles, un salaire dérisoire, Léon est quelquefois confronté à des humeurs méprisantes. Certains ne te saluent pas, te parlent mal, c'est écœurant. Comme si être vigile signifie être en marge de la société. Le ministre du Travail rencontre ce jeudi la commission chargée de la conclusion de la Convention collective nationale du secteur de la sécurité privée. Ces vigiles rencontrés espèrent que l'application de cette convention va changer leurs conditions de travail. On va suivre tout cela. Ziguinchor va se doter d'un centre de formation hôtelière pour booster le secteur du tourisme dans la région. Le centre, qui va accueillir plus de 150 étudiants, va bientôt ouvrir ses portes. Une rencontre d'information et de partage s'est tenue à Ziguinchor pour échanger avec les acteurs du tourisme sur l'importance de ce centre. Aminata Ndong. Le centre de formation, dont les travaux ont déjà démarré, va jouer un rôle primordial dans le développement du tourisme dans la région sud du pays. Cette rencontre a permis de discuter et d'échanger avec les acteurs du tourisme sur l'importance du centre et le rôle qu'il va jouer. Babacar Sabali est le président du conseil d'administration du cluster tourisme. Le centre est localisé à côté de la chambre de commerce de Ziguinchor. Il devra satisfaire les besoins en qualité de service aussi bien pour les hôtels, pour les restaurants, pour le secteur tourisme, guide compris. Le centre devra pouvoir accueillir jusqu'à 170 étudiants. Ces formations sont censées répondre à un besoin récurrent identifié déjà par les professionnels eux-mêmes. Nous voulons relever le plateau technique des formations pour augmenter le nombre de touristes au niveau du Sénégal. Financé par l'État du Sénégal, l'Agence française de développement et la Banque mondiale, ce centre fait partie du projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. Pour répondre à l'offre de formation, le centre devra être confié aux professionnels du secteur. Michel Faye est le coordonnateur du programme École-Entreprise au ministère de la formation professionnelle. L'insertion démarre d'abord par ça, la pertinence de l'offre de formation. Est-ce que l'offre répond aux attentes des professionnels des zones ou de la localité? La deuxième question qu'on règle en aval, c'est la qualité de la formation. Nous devons impliquer davantage les professionnels dans la formation des jeunes. La mise en place de ce centre va jouer un rôle important dans le développement du tourisme en Casamance. De l'avis des autorités, Babacar Nia est l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor. Il est chargé du développement. Le centre est d'une importance capitale. Il va permettre de renforcer toute la capacité, mais aussi toutes les ressources humaines disponibles dans la région. Un projet aussi qui cadre avec la volonté de l'État du Sénégal de faire de la région de Ziguinchor un pôle touristique sous-régional. Un comité de suivi pour accélérer les travaux du centre de formation sera mis en place. Ce centre va permettre de développer le tourisme à travers la formation des acteurs. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. C'est l'heure de la revue de presse et pour finir, Ousmane Gueye. Karim Wade, un cas à réexaminer. La plupart des journaux ce matin se font un large écho du rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies au sujet de l'ancien ministre d'État. Le document relève les échos, constate la violation des droits du candidat déclaré du PDS à la présidentielle de février et donne 6 mois à l'État du Sénégal pour le réexamen de sa déclaration de culpabilité et de condamnation. Mais pour le ministre de la Justice, on ne peut pas parler d'annulation de l'arrêt de la CREI comme rapporté dans la presse. Ismaïla Madior Fall, qui dit prendre bonne note des recommandations de l'instance onusienne, souligne toutefois qu'aucun organe international n'a les prérogatives d'annuler la décision du 23 mars 2015 rendue par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce n'est pas une décision contraignante ou obligatoire, résume le garde des Sceaux à la une de Le Quotidien. Peu importe, l'essentiel, c'est que l'ONU a désavoué le Sénégal, semble dire l'AS, le journal qui donne l'impression de se lasser des lenteurs dans le dossier Karim Wade, note qu'il tarde à connaître son épilogue. Un dossier donc sans fin, titre enquête qui a recueilli la réaction de Maître Ciré Clédor Ly, pour qui Wade fils doit être immédiatement restauré dans ses droits politiques et son nom rétabli sur les listes électorales. Si cela venait à être acté, l'hôte du Qatar pourrait donc, sans souci, prendre le chemin du palais. Le chef de l'État qui a pu, lui, franchir les grilles du palais de la République est à Tivaouane. Tant que je serai à la tête du pays, j'assisterai les fois
foyer religieux, promet Macky Sall dans le soleil. Macky Sall, un homme plein de qualité, la déclaration de Serigne Mbaye Sy Mansour, mise en exergue par les Échos, tandis que le quotidien relève ce passage du discours du khalife général des Tidjanes. Vous êtes un leader au-dessus de la mêlée, au-dessus de son ministre des Finances. Aussi, l'exclusif pas vraiment convaincu. Le journal consacre un large focus sur l'homme qui importune la République selon les termes du journal. Entre goût immodéré du pouvoir, ambition personnelle, bataille de succession, l'argentier de l'État qui vient de prendre au dépourvu le Sénégal en reconnaissant enfin la tension financière comme l'indique l'exclusif, indispose le pouvoir. À la une, tous ses collègues CCS, tous ses collègues Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, Marito Niane, Mamba Ignan et même le patron Mohamed Boun Abdallah Dionne en position de victime. L'opposition qui se dit victime d'agissement de Macky Sall bande ses muscles comme l'écrit Enquête. Le Front de résistance nationale, décidé à vérifier la fiabilité du fichier électoral, va envoyer ce jeudi ses experts à la direction générale des élections. Mais à ce compte-là, ça risque de chauffer. Et pour parer à toute éventualité, le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance annonce un forum des partis politiques le 29 novembre. Le secrétaire général Ababakar Fall donne les grandes lignes de l'initiative à la page 6 de Sud Quotidien. Abdoulaye Bibi Baldé aurait-il changé des lignes grandes et petites au projet de loi portant code des communications électroniques? Libération révèle ce matin que rien ne va entre le ministre des Télécoms et le directeur général de l'ARTP. Le journal explique que le signal a commencé à se brouiller entre les deux hommes. Et preuve de cette situation, Abdou Karim Sall a envoyé, révèlent les confrères, une lettre au chef de l'État pour se plaindre de modifications apportées au texte sans son aval. Dans Sunulamb, il est question clairement de combat de muscles avec cette une musclée sur Bombardier décidé à reconquérir la couronne. C'est la fin de ce midi, le rappel des titres. Accès au fichier électoral, le niet du ministre de l'Intérieur à l'opposition ce matin pour Ali Ngouille Ndiaye. Le Front de résistance nationale n'a pas d'existence légale. Le FRN promet de revenir à la charge, convaincu d'être dans son bon droit. Condamnation de Karim Wade par la CREI, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies relance le débat au Sénégal. Le camp de l'ancien ministre d'État crie victoire. Le ministre de la Justice soutient que c'est une décision qui n'est ni contraignante ni obligatoire. Ismaël Madior Fall s'est prononcé sur cette affaire dès la publication de l'avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Mort de Khadim Diop brûlé par sa femme Aïda Mbaké au quartier des Maristes à Dakar il y a quelques jours, l'association des juristes sénégalaises brandit le respect du principe de la présomption d'innocence. Et puis en Guinée, le retrait de la carte de presse du correspondant d'RFI Mokhtar Ba est vivement contesté par les journalistes guinéens. Au Gabon, en raison de l'état de santé du président Ali Bongo, le vice-président autorisé à présider le Conseil des ministres, la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise laisse dubitatif des constitutionnalistes. Vous connaissez la suite maintenant de ce midi, n'est-ce pas? Salimto, juste après, ce sera le rendez-vous de Sile Mouniel et Tonton Ada à 13h, Khibari, le journal en Wolof, Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit, bon après-midi. Lam ya gumor daya